Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous donner de ce temps parce qu'on sait que vous êtes en train de partir et vous avez accepté de nous donner ce temps pour vous poser quelques questions. Cela montre du respect que vous avez pour la presse congolaise d'ici, mais aussi pour la diaspora congolaise des États-Unis. Vous êtes venu faire quoi aux États-Unis ? Écoutez, comme vous savez, là maintenant à New York, c'est le sommet des Nations Unies. Ma femme était speaker en fait au Bloomberg Business Forum. Et j'en ai profité pour essayer de prendre un peu la mesure de ce qui se dit autour du Congo, du processus électoral. Il y a bientôt des élections. Il y avait le président Kabila qui était venu ici justement faire un discours, délivrer un message. Et c'était important que nous aussi au niveau des mouvements citoyens, on sache exactement ce qui se dit, ce qui est en train de se tramer. Parce qu'on voit sur le terrain que les choses ne se passent pas comme on le dit. On nous parle d'élections le 23 décembre, on nous parle de maintenir la machine à voter, mais on se rend compte qu'effectivement en termes de logistique, la machine à voter, c'est pas ça. On se rend compte qu'à chaque fois qu'ils ont essayé d'utiliser la machine à voter, même pour les démos, ça n'a pas marché. Et donc on se rend compte qu'on est en train d'aller droit dans le mur. En même temps, la chose qui nous choque beaucoup, et nous notamment les Congolais debout, c'est que nous sommes censés être dans une période préélectorale, il y a plus ou moins 100 jours avant la date annoncée des élections. On continue à restreindre tous les espaces de liberté. Nous, on a 7 membres qui ont été arrêtés. Je dirais même qu'ils ont été kidnappés puisqu'ils n'ont pas été présentés devant un juge. Aujourd'hui, ils sont détenus dans des cachots de l'ANR. On sait qu'ils ont été torturés, ils ont été maltraités. Et donc on est aussi ici pour demander à la communauté internationale qu'on ne laisse pas les Congolais mourir en vain. Il ne s'agit pas d'aider les ambitions de tel ou tel, il ne s'agit pas de le pouvoir pour le pouvoir, les élections, etc. Il s'agit d'engager la responsabilité de tout le monde au niveau de la communauté internationale pour que on redonne de la valeur au combat des Congolais, aux libertés des Congolais, à la dignité des Congolais et à la vie des Congolais. Alors on parlera des ambitions politiques tout à l'heure, mais vous avez suivi le discours du président Kabila à l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'ai trouvé que c'était un peu souvent comme ces interventions, c'est-à-dire qu'il y a une grosse attente, on se dit qu'est-ce qui va en accoucher et finalement c'est très très vide. Moi j'ai trouvé que il avait évidemment fait un bilan complètement faussé de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Il dit soi-disant que la situation est stabilisée, qu'il y a moins d'insécurité, que la crise d'Ebola soi-disant est à peu près contrôlée. On sait que c'est complètement faux. On sait qu'aujourd'hui l'instabilité au Congo c'est une stratégie politique, qu'on crée des poches d'instabilité pour arriver à justifier de la non-tenue des élections. Et c'est là où justement, moi je pense que nous tous les Congolais qui savons la réalité de ce qui se passe au pays, c'est très important qu'on reste très vigilants et qu'on agisse en fonction. Donc c'est vrai, M. Kabila d'hier, qui maintenait le suspense sur sa candidature, certes illégale, mais une troisième candidature possible, n'est plus le Kabila d'aujourd'hui qui a annoncé déjà qu'il y aurait un dauphin. Mais on se rend compte que le régime de la Kabylie est toujours le même. C'est-à-dire que la pauvreté est toujours là, l'insécurité est toujours là, la violence est toujours là, le déni des libertés civiles et politiques des Congolais sont toujours là. Et puis il y a la perspective d'une farce électorale qui nous amènerait finalement avec cette histoire de machine à voter et cette histoire de fichier électoral dont plus de 10 millions d'électeurs sont potentiellement des bulletins volés ou trichés, qui va nous accoucher d'élections qui ne dégageront aucune crédibilité pour nos institutions, et là où éventuellement on pourrait avoir des gens qui sont aussi impopulaires que les kabylistes qui se retrouveraient encore au pouvoir. Et c'est là où justement nous on tire la sonnette d'alarme au niveau des mouvements citoyens, que ce soit nous les Congolais debout, que ce soit nos autres partenaires et nos amis qui ont aussi fait des sacrifices. Il y a plein de gens de Filimbi, des Lucha, etc. qui sont en prison, mais aussi l'Église catholique, à ce qu'on dise et qu'on prenne conscience que finalement la seule chose qui sera faite pour le Congo dans les mois qui viennent, c'est ce que nous les Congolais nous ferons par nous-mêmes.
Alors, en parlant de ces élections, il y a une année, quand vous avez lancé votre mouvement, le Congolais Debout, il y a eu une sorte d'espoir dans la tête des Congolais. On a vu en vous, finalement, l'homme de la Providence qui venait sauver le Congo. Mais en même temps, vous êtes plusieurs fois prononcé que votre but, ce n'est pas faire la politique. Et on vous attendait également à postuler pour les prochaines élections présidentielles, mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne vous rendez pas compte quelque part que vous êtes en train de fuir des responsabilités dont les Congolais pensent que vous pouvez assumer? Je ne pense pas qu'il faut regarder les choses de cette manière-là. Vous savez, on a été mal habitué avec la politique au Congo et les politiciens professionnels. Moi, je ne suis qu'un citoyen congolais qui ait compris que je devais assumer mes responsabilités, que c'était une question morale. Et je suis un citoyen congolais qui ait compris que qui ait trouvé les moyens de faire quelque chose qui concrètement puisse faire avancer la cause et la situation des Congolais qui souffrent, qui n'ont pas de perspective, d'un pays qui est à la dérive. Et donc aujourd'hui, moi, peut-être ça surprend les gens que je sois un Congolais qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Mais depuis le début, j'ai dit, ceux qui croient qu'on va prendre les armes, ceux qui croient que je suis aidé par un pays étranger, ceux qui croient qu'il existe un court-circuit, un shortcut ou un bouton qui va résoudre tous les problèmes, que cela me laisse. Il vaut mieux qu'ils quittent les Congolais debout, puisque c'est pas. That's not what we're about. Mais c'est quoi? What is about Congolais debout? Les Congolais debout, c'est des Congolais qui sont conscients que c'est nous-mêmes les Congolais qui avons créé Kabila, le monstre Kabila. C'est nous-mêmes qui avons créé Mobutu, c'est nous-mêmes qui avons créé Kabila, et on doit se rendre compte que le problème, c'est pas seulement Kabila, c'est nous et avant tout nous. C'est pas le Rwanda, c'est vraiment nous qui laissons d'autres nous avilir, nous réduire en esclavage. Et donc c'est chacun d'entre nous, les Congolais, qui doit arriver à draw a line. Donc cette ligne rouge, de dire au-delà de cette ligne, vous êtes en train de mettre en cause des choses qui sont sacrées. Et donc je dois réagir, je dois m'engager. Et tout le sens de l'engagement des Congolais debout, c'est de dire nous allons imposer le respect de notre droit sacré à choisir librement nos dirigeants. Mais pas nous être dirigeants. Pour moi, nous être dirigeants, c'est pas la question. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont candidats, qui ont des projets, qui veulent faire quelque chose. Parce que, excusez-moi, c'est très facile de dire les autres, ils le font pas bien. Nous voulons que les choses soient faites de cette manière. Mais vous, pourquoi vous ne le feriez pas tel que vous le pensez? C'est-à-dire, vous, être aux commandes. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très sérieux. On ne peut pas se lever un matin et dire, tiens, il y a une place vacante et moi, je vais rentrer là. Aujourd'hui, chacun doit faire son boulot. Il y a des politiciens qui ont fait ce choix pour leur vie, qui ont monté un projet politique, un projet de société, qui veulent le présenter. Et moi, je pense que c'est formidable. C'est important que les Congolais aient l'opportunité de poser des questions, de les mettre en face de leurs contradictions, de leur bilan, comparer les idées, les projets, les personnes, les profils et choisir. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ce que nous, on peut apporter, et là où je peux apporter le plus, c'est plus comme un garde-fou. C'est plus comme quelqu'un qui dit « Attendez, je ne suis pas là pour le pouvoir, j'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner, mais en l'occurrence, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et qui ne sont pas acceptables. Et que j'utilise mon énergie, ma capacité d'influence pour arriver à inspirer d'autres Congolais à dire « Attendez, c'est pas normal là ce qui se passe. Il faut qu'on arrive à créer, à circonscrire aussi les ambitions individuelles des gens en fonction de l'intérêt collectif. » Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça qui a fait défaut au Congo ces 20 dernières années, plutôt que des gens qui ont des bonnes idées, plutôt que des gens qui ont des ambitions et qui ont envie de faire ce job. Et donc aujourd'hui, moi je le dis, je ne crois pas que j'ai un rôle qui est moins important, moins déterminant, moins digne que quelqu'un qui est candidat président de la République. Je vais aussi faire mon job. La différence, c'est que je ne suis pas là en train de me battre pour un poste. C'est tout. D'accord. Alors, il y a les élections qui arrivent le 23 décembre et le souhait de... D'abord, il y a un problème. C'est qu'il y a ce problème des machines à voter qui pose un grand problème, mais aussi l'opposition qui doit présenter un candidat unique avec une possibilité de gagner les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est le cas, qui pensez-vous peut être le candidat qui peut unir l'opposition pour gagner les élections? Écoutez, moi j'ai le sentiment que
Parce qu'on crie machine à voter, mais ça continue. Oui, mais de toute manière, la machine à voter a une raison d'être, et ce qu'on appelle la technique du passage en force. Donc c'est toujours un peu la stratégie kabyliste de mettre les gens devant un impossible choice, like an ordeal. Là, on dit, où vous voulez des élections, où vous voulez des élections avec la machine à voter, ou vous voulez pas d'élections. Et c'est pour ça que nous, on a dit depuis le début avec la société civile, et notamment l'Église catholique et les autres mouvements de la société civile, on a dit on veut des élections le 23 et on veut des vraies élections transparentes et crédibles le 23, parce que c'est votre obligation, à vous nos dirigeants, et notre droit à nous les Congolais. Ne venez pas nous dire non, on vous fait des élections alors au rabais, etc., etc. La machine à voter, clairement, elle n'est pas légale. Okay. Là maintenant, il y a le calendrier de la CENI qui prévoit pour ces jours-ci le calendrier que M. Nanga lui-même a produit et qui l'engage, qui prévoit pour ces semaines-ci l'impression des bulletins de vote. Ça veut dire que ni c'est dans la loi, ni c'est dans le projet exécutif concret des élections, mais on va pourtant nous l'imposer. Ça veut dire que ces élections, vous n'y croyez pas? Mais ça veut dire que les élections qu'on est en train de nous préparer vont nous apporter plus d'instabilité que de stabilité, plus d'illégitimité que de légitimité. Mais on y va quand même. On y va quand même. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui faisons les élections. Ouais. Nous, on a des gens qui sont en face de nous qui nous disent voilà, c'est le 23 décembre, on va y aller. Et vous allez y aller. Vous allez demander à vous. Nous, on a 7 membres des Congolais debout qui sont en prison. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, ils n'ont commis aucun crime, ils sont juste allés et ils ont sensibilisé, ils ont mobilisé autour des dangers de l'utilisation de la machine à voter et on les arrête? C'est contraire à la Constitution. Malgré tout ça, on sait, mais est-ce que vous allez aller à ces élections quand même? Mais nous sommes des citoyens. Ouais. Si on peut aller voter, on va aller voter. Mais s'il y a une farce, si c'est une farce d'élection, évidemment qu'on va se révolter contre ça. On va refuser et rejeter tout ce processus. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau là où M. Nanga n'est plus crédible. Pour nous, il n'est plus crédible. Alors on va attendre que dans quelques semaines, on nous dise, ou dans quelques jours, on nous dise « Ah, il n'y a pas d'élection le 23 décembre, finalement, ça va être un peu plus tard, Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, nous, on est en train de mobiliser, on est en train de dire on veut des élections le 23 décembre et on veut de vraies bonnes élections le 23 décembre. Point. D'accord. Alors le deuxième volet de ma question, s'il y a un candidat qui peut incarner l'unité des élections pour l'unité de l'opposition pour gagner ces élections. Alors ça, c'est une analyse et un avis assez personnel. Ouais. Mais j'aimerais le partager avec tout le monde. Bon, il est différent et donc peut-être c'est intéressant, peut-être complémentaire des idées des autres. J'ai l'impression qu'on est en train de se tromper ici d'enjeu. Tout le monde pense, parce que peut-être on vient d'une culture, là, avec le moboutisme, on a cette espèce d'idolâtrie du chef. J'ai l'impression que tout le monde pense que le seul enjeu, c'est qui sera le prochain président. Cette machine à voter, dont j'assume mon propos, c'est une machine qui a été créée à une seule fin, c'est de pouvoir tricher aux élections. Je l'affirme parce que quand F. Bazaïba l'a essayé, ça n'a même pas marché. Ils n'ont même pas réussi pour son vote à elle à le faire marcher. Quand ils l'ont essayé, je ne sais pas si c'est où, à Idjoui ou je ne sais pas où, là, ils l'ont essayé il y a une semaine ou deux, sur une trentaine de personnes, il y a eu une dizaine d'erreurs. C'est-à-dire même pour une démo, ils n'arrivent pas à faire fonctionner cette machine. Oui, monsieur Dokolo, on connaît votre position par rapport à cette machine, vous en avez parlé, et même maintenant là, je veux juste savoir si... Je comprends, j'en arrive. Sur l'opposant, non, j'en arrive. S'il vous plaît. Tout le monde est en train de regarder qui pourrait être le candidat de l'opposition qui pourrait battre Emmanuel Shadari. Imaginons, prenez-en au hasard, dites-moi, des candidats aujourd'hui de l'opposition. Au hasard. Matungulu. Très bien. C'est très bien comme ça, au moins c'est votre responsabilité, pas la mienne. D'accord. Disons Freddy Matungulu. Très bien. C'est quelqu'un qui a les compétences, il a la vision, il a un projet, et puis ça tombe bien, sa candidature a été acceptée. Prenons le cas de Freddy Matungulu. Demain, il y a les élections au Congo. Tout le monde se met d'accord, donc Félix Tshisekedi se désiste, Vital Kamerhe se désiste, Martin Fayulu se désiste, les autres, parce que je pense qu'il faut respecter tout le monde, même s'ils sont moins connus, se désistent. Résultat, Freddy Matungulu est président. Résultat de la machine à voter, parce que je vous rappelle qu'il y a les élections présidentielles, législatives, locales. Législatives, pas de majorité. Il n'y a pas de plateforme. Ils ont dit on fait un candidat
qui est le candidat à la présidentielle de l'opposition. Ils n'ont jamais dit on fait une plateforme qui est une plateforme de gouvernance et là on va proposer un projet de société commun qui va nous permettre de contrer le projet de société que le camp adverse va présenter aux législatives. Sachant qu'on n'a pas d'argent, sachant que nos politiciens sont tous plus ou moins des mercenaires à vendre et donc on sait comment hier se sont formées les majorités et comment demain se formeront les majorités. On sait comment la machine à voter va servir à tricher. Quelles sont les probabilités ou les chances qu'on arrive à réunir une majorité gouvernementale? Zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va avoir Freddy Matungulu président, Joseph Kabila Premier ministre. Comment est-ce que vous pensez que vous allez mettre Kalev Moutonde en prison ou le juger? Comment est-ce que vous pensez que vous allez désarmer le général John Numbi? Comment est-ce que vous pensez que vous allez faire avec les Tango Forts et compagnie? Comment est-ce que vous pensez que vous allez décabiliser l'administration, la justice, etc. Ça ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se trompe de débat. On est en train de dire, allez, on fait un candidat de l'opposition. Non. Moi, je vous le dis très clairement, nous n'aurons pas, malheureusement, c'est ma conviction, de vraies élections crédibles avec Joseph Kabila. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que nous, les Congolais, nous allons montrer à cette heure décisive de la vie de la nation que nous méritons ce pays, oui ou non. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, soit on va dans l'enfer kabiliste, soit on arrive enfin à sortir et à donner une perspective à ce pays et une chance de s'en sortir à nos enfants. Et ça va dépendre de notre capacité, nous, en tant que peuple congolais, à se mettre debout et à draw a line, à tirer une ligne et à dire « Ok, maintenant, ici, vous ne franchissez pas ». Et ça va être dans les prochains mois, lorsque les catholiques, le CLC, nous-mêmes, les autres amis de la société civile et les partis de l'opposition, quand tous ensemble nous allons appeler à marcher, si nous arrivons à être suffisamment convaincants, à suffisamment mobilisés pour que tout le monde se lève, je pense qu'il y aura beaucoup moins de violence et c'est très difficile de faire des violences contre 1 million de personnes. Ça ne marche pas. On est en train de beaucoup sensibiliser toute la communauté internationale. On sait que les sanctions, ça fait mal à Kabila, parce qu'à la fin, la Kabylie, c'est un business. Ce sont des gens, c'est des intérêts, et ça veut dire qu'effectivement, lorsque les Américains votent des sanctions contre les faucons du régime, contre Dan Gertler, l'argentier de M. Kabila, et que demain, ils vont voter des sanctions contre ses frères et sœurs et contre lui-même, on sait que ça aura des effets. Donc dans ce combat, on n'est pas seul, on est préparé, on est déterminé, on est vigilant. Voilà, c'est dommage que vous êtes en train de partir. On a tellement de questions à vous poser parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous a ici. Une autre question? Non, je dois laisser la place à mon confrère Gary Ouellet qui est là, qui a d'autres questions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis je voudrais en profiter justement pour saluer d'abord tous les journalistes engagés. Alors là, on parle des journalistes aux États-Unis. Mais je pense que c'est très important que tous les Congolais se rendent compte que dans ce combat qui est en train de mener le Congo, quelle que soit la distance, chacun doit jouer un rôle. Aujourd'hui, c'est une question morale qui se pose à chacun des Congolais ou des gens qui s'identifient comme étant des Congolais, quelle que soit leur nationalité d'acquisition. Personne ne peut rester les bras croisés. Toujours, partout, quelqu'un a quelque chose à faire. Et si vous ne savez pas quoi faire, rejoignez les Congolais debout. Rejoignez, je ne suis pas là, j'ai rien à vendre, rejoignez un autre mouvement de la société civile, soyez actifs, soyez engagés parce qu'on est en train de vivre des heures cruciales de l'histoire de notre pays et c'est très important pour tous ceux qui ont des enfants et pour les générations futures qui nous demanderont « Papa, maman, qu'est-ce que tu as fait ?» pendant que le pays était en train de basculer, qu'on soit prêt à leur répondre, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait les sit-ins, j'ai envoyé des lettres, j'ai sensibilisé, j'ai donné de l'argent, etc., etc. C'est l'affaire vraiment de tous les Congolais et personne ne résoudra les problèmes du Congo à part les Congolais eux-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes. Monsieur De Colo, merci. Merci à vous.